industrie de la langue, membre du COPIL de la MACI, responsable de l'axe Humanibo de la MSH Alpes, porteur de la chaire industrielle d'excellence roboéthique de la Fondation Grenoble INP. Je présente aussitôt notre deuxième intervenant qui est Charles Corval. Charles Corval qui est aussi l'organisateur de ce panel et qui a suivi de près les travaux de ce groupe de recherche, est diplômé d'un Master 2 de recherche en sciences politiques à Sciences Po Paris et de philosophie et d'une licence d'histoire de l'art à l'Université de Grenoble. Il est actuellement doctorant en première année de théorie politique à Sciences Po et ses recherches portent sur l'éthique et la gouvernementalité des nouvelles technologies avec sa thèse qui a pour titre « Gouverner des objets connectés, l'établissement de normes politiques de justice dans le déploiement de nouveaux rapports entre humains et objets ». Et puis, le dernier intervenant de ce panel est Julien De Sanctis, qui est doctorant en philosophie à l'UTC Laboratoire Costec. L'établissement. Il consacre sa thèse à l'étude des robots dits sociaux et au sens que cette socialité, parfois présentée comme artificielle, peut avoir. Julien De Sanctis interroge la productibilité technique du social et son travail s'oriente vers une certaine réinterprétation dans les termes d'une philosophie du soin. Voilà, je présente un petit peu rapidement comme ça nos trois intervenants et je vous cède tout de suite la parole, chers amis. Donc, commençons par Véronique. Oui. Et si tu veux dire peut-être quelques mots, je ne sais pas, Charles? Non, c'est très bien. Je pense que ce serait intéressant qu'on commence par Véronique, puis ensuite, je pense, Julien, puis je conclurai en fonction du temps qui restera. Voilà, merci. Je t'en prie. Bonjour. Alors, ce serait intéressant que je commence par cette phrase « Je suis heureuse d'être parmi vous ». Alors, c'est d'autant plus intéressant que depuis des années, alors je suis désolée de vous avoir affublé de sigles, pardon aux organisateurs. Hein. En fait, on s'en fout de tous ces sigles, évidemment, qui n'ont qu'un sens. Mon travail depuis des années, je suis une vieille dame, c'est d'essayer de comprendre comment on va chercher, comment on va, dans ce qu'on peut fabriquer technologiquement et comprendre scientifiquement, comment on va chercher de la matière humaine et comment on peut comprendre la matière humaine à travers ce qu'on se fabrique pour nous-mêmes et comment on y adhère. Donc, voilà, la pluridiscipline, la linguistique, les sciences humaines, l'informatique, traitement du signal, etc., sont des ingrédients basiques, mauvais en tout, etc. Donc, je vais vous montrer que je ne suis pas parmi vous en même temps que j'essaye à tout prix d'y être avec cette visioconférence où mes signaux vocaux vous touchent sans vous toucher comme je voudrais qu'ils vous touchent. Et les signaux de mon corps vous parviennent, mais avec de tels de déficits. Et je crois qu'on va attaquer tout de suite dans le vif du problème. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Est-ce que l'animateur peut m'activer le partage d'écran, s'il vous plaît, pour que je puisse mettre mes slides? Ah, je ne peux toujours pas. Ah, voilà. Formidable. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous voyez ce premier slide? Tout va bien, je peux démarrer. Donc, je suis dans une situation assez pénible où je ne vais pas vous voir. Hein, voilà. On commence à s'habituer à ces situations-là aujourd'hui. Pourtant, elles sont extrêmement inconfortables parce que je ne suis pas dans une boucle où mes signaux sont en interproprioception avec les vôtres. Donc, voilà, hein, voilà tous les sigles, ils sont là. Charles m'avait proposé quelque chose que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui change dans nos interactions avec des objets lorsque ceux-ci deviennent capables d'imiter des parts de l'humanité? Et Dieu sait qu'on le fait depuis le début de l'humanité. Juste, je voulais commencer par vous rappeler qu'en ce moment, le top 10 des expressions partout dans les médias, dans le discours des hommes politiques, c'est distanciation sociale, alors qu'en réalité, techniquement, là, on parle de distanciation physique. Et on ne sait pas.
on n'est pas des homards, on est éminemment glués les uns aux autres, c'est notre caractéristique, ça peut expliquer bien des choses dans le robot dit social. Qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce qui nous arrive quand on ne peut pas physiquement se rapprocher? Qu'est-ce qui nous arrive socialement? Est-ce que ces choses-là sont tellement intégrées qu'elles peuvent révéler des choses chez nous? Alors, qu'est-ce que ça révèle? Alors, je ne peux pas, si je peux changer de slide. Ça rappelle une chose qu'on connaît, vous voyez, 13e siècle, un monsieur assez terrible décide de comprendre comment des enfants pourraient naturellement parler latin ou grec ou autre chose s'ils ne sont pas baignés dans un bain de langage. Donc, ils ont des nourrices, ils sont parfaitement chauffés, lavés, etc., mais pas d'interaction humaine par le langage et donc avec tout le reste, ils meurent. Alors ça, c'est des choses qu'on connaît très bien. Nous, on travaille beaucoup avec les personnes dites fragiles, qui sont des sentinelles, hein, des espèces de précurseurs de ce qui peut nous arriver. Ces sentinelles, que leur arrive-t-il? Nous, on travaille beaucoup avec des personnes dites âgées. Hein, on aime bien mettre des étiquettes, des catégories qu'on fabrique. Ces personnes âgées, quand elles se sentent isolées, alors ça n'a pas un rapport, je le dis immédiatement, avec la quantité d'exposition aux humains. D'accord, c'est un sentiment d'isolement. Elles meurent 7 fois plus vite. Et là, on le sait, hein, les catastrophes dans les EHPAD parce qu'on ne peut pas les voir, etc. Là, l'augmentation est majeure. Même chose pour des jeunes gens de 35 ans, chirurgie cardiaque. S'ils sont pas entourés, ils meurent. On a eu des expériences in situ terrifiantes en Roumanie, en Tunisie, dans un orphelinat où pour des tas de raisons socio-culturelles, les enfants n'avaient pas ce bain relationnel à travers tous les éléments de la communication des corps, hein, dont le langage. Et ils meurent, ils ont des problèmes psychotiques tous. En ce moment fleurit un syndrome dont nous parlons nous, depuis une trentaine d'années, qui est le syndrome Hikikomori, qui touche les jeunes gens qui n'arrivent plus à être face à face avec les corps et qui déjà, depuis, par leur syndrome, avant l'isolement, avant le confinement, n'arrivaient à interagir avec les humains que par la visio, et même pas par la visio, il fallait même faire disparaître, il faut même, quand on dit Hikikomori, faire disparaître l'image aplatie, virtualisée de nos corps. Et puis là, j'étais ravie parce que récemment, enfin en Neuro, là ce mois-ci, le mois dernier est sorti un papier qui montre que quand on est en situation d'isolement, et là enfin on a des démos, hein, puisque nous y sommes, bien que nous soyons noyés dans les interactions sociales comme nous sommes en train de le faire, et bien dans le cerveau, ce manque de l'autre active exactement la même zone et fait exactement la même craving que le manque de nourriture. Donc voilà, Julien, Charles, vous savez qu'on aime bien parler, nous, de nourriture socio-relationnelle affective. C'était une analogie, c'est pas une analogie, j'en suis ravie, ou plutôt j'en suis désespérée, on aurait tellement aimé se tromper. Eh bien, ce sont bien des situations de famine de l'autre que nous vivons. Alors le robot dans tout ça, eh ben, le robot, il suit d'une manière assez paradoxale la continuité des techniques aux technologies. Et voyez bien que cette machine-là, ou le smartphone que j'ai dans la main, est bourré d'intelligence artificielle, puisqu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais quelque part, mais ce robot-là, mon smartphone, je ne le tutoie pas, je n'ai pas de relation socio-relationnelle, je n'ai pas de relation socio-affective avec lui, je peux le fétichiser, je peux éventuellement aller jusqu'à une certaine forme d'animisme, mais en Occident, il y a une barrière qu'on a totalement franchie aujourd'hui avec le robot, mais pourtant on était préparés, hein, parce que vous voyez que, voilà, là je vous ai mis une petite barre, parce que là vous avez des automates hein, qui sont finalement pas si loin du robot. L'intelligence est peut-être pas productive, elle est peut-être prédictible, alors que l'intelligence des robots d'aujourd'hui sont peut-être imprédictibles, mais est-ce que c'est vraiment ce qui fait qu'on passe d'un coup perceptivement de la perception d'un objet de mon smartphone qui lui est bourré d'IA à une perception de sujet? Donc la manip, on l'a fait 1000 fois, je fais tomber mon smartphone, on dit pauvre Véronique, je fais tomber mon robot, on dit pauvre robot. Ça marche à tous les coups, et la question de se poser pourquoi, la question est vraiment de se demander pourquoi, puisque ici vous avez ces automates de vos consons, on ne leur donnait pas de nom, on ne les nommait pas, on était triste pour vos consons, on était émerveillé par vos consons, mais pas par la machine. Et je voulais juste vous rappeler, mais ça c'est une banalité, j'enfonce les portes, mais parfois il ne faut pas hésiter à foncer les portes, ça a l'air facile, ça l'est peut-être pas autant que ça, de se poser cette question, de savoir dans quel bain global on est en train de sujettiser des choses, alors qu'on avait objectisé des êtres que nous avons tous décidé culturellement et même scientifiquement être vivants.
Hein, vous savez que ce n'est pas une décision scientifique simple de décider ce qui est vivant et pas. Là, on a décidé que ces animaux étaient vivants. On a vu que les choix culturels n'étaient pas les mêmes pour décider de ils sont sociaux, vivants, mais dans mon espace social, je crée un lien avec eux. J'ai donc une relation empathique, altruiste, ou bien j'inhibe cette relation où je ne la développe pas. Et vous voyez que finalement, même la notion de humain, non humain, on sait qu'elle est très fluctuante. Ce n'est pas ici que je vais vous raconter ça. Je le dis plus volontiers dans des publics moins entraînés à se poser ce genre de questions, mais c'est à nouveau une porte ouverte. Donc, je vous montre simplement la vidéo qui a fait le plus de buzz en 2015. Voilà. Alors, on est devant une chose totalement classique. Qu'est-ce qui amuse l'humain, comme le grand singe? C'est l'incongruité. Donc, on ne s'attend pas à ce que ça se casse la figure. Mais si ça est un smartphone, ça ne marche pas du tout. J'ai fait la même vidéo avec un smartphone, ça ne marche pas. Là, ça marche vraiment bien. Les gens trouvent ça drôle. On voit des essais d'androïdes qui se cassent la figure, voilà, qui ont du mal à se relever. C'est amusant. Voilà. Alors, ce qui est moins amusant, c'est quand des gens font vous connaissez cette histoire d'Atlas. Atlas, c'est plusieurs entreprises qui, à chaque fois, ont d'énormes problèmes quant à la représentation éthique de leur travail. Ils font un androïde destiné à... Alors, à l'époque de Boston Dynamics, là, en 2015, 17, je ne sais plus, ils essaient de faire un androïde qui sauve les gens. Ça va dans des endroits où l'usine est contaminée, les humains ne peuvent pas aller, donc il faut des machines à compétences motrices humaines pour être les plus efficaces à ramasser, ce qui met l'homme en danger, loin de là. Donc cette chose doit pouvoir ramasser des objets lourds. Si cette chose ne peut plus être mobile, ça doit se relever et ça doit pouvoir récupérer les objets. Et comme l'ingénieur sait que cette chose n'est pas sociale et n'a pas de protocole de protection de l'humain puisqu'il n'y a pas d'humain autour, l'humain fait la démonstration de l'intérêt de la chose dans le bien de tous en prenant un grand bâton pour ne pas se retrouver massacré. Alors ça, c'est un grand classique. Hein. Vous l'avez vu, revu. Il s'appelle Atlas. Voilà, il le pousse. Il fait une démonstration. Ça ne tombe pas. Et je vous épargne la suite parce que j'ai trop de slides, je n'aurai pas le temps. Si ça tombe, voilà, ça enlève pour montrer que si, parce qu'il y a un tremblement de terrain, etc., ça sauve, ça rattrape l'objet. Donc, ça est extrêmement utile. Pourtant, parce que ça... Oh, zut. Ah mince, vous avez... Est-ce que je peux repartager mon écran? Ah oui, je sais ce qui s'est passé. Je dois vous montrer une demi-seconde. Je suis désolée, ça va vous obliger à... Je ne sais pas pourquoi mon écran a disparu. Est-ce que vous le voyez ou pas? Est-ce que vous voyez à nouveau mes slides? Oui. Oui, bon, oui, alors, oui. Merci, je suis désolée. Hein. Je sens qu'on n'a pas fini. Voilà, ces logiciels ne marchent pas si mal, mais c'est difficile. Je vais vous le laisser comme ça. C'est moins agréable pour vous, mais je pense qu'il y aura moins de bugs. Hein. Donc, là, ce qui se passe immédiatement, voilà, c'est 2016, j'ai oublié la date. Ce qui se passe immédiatement, parce que cette chose-là a une apparence humanoïde, enfin, on cherche de l'humain partout, hein, voilà. Donc ça a 2 jambes, 2 bras, etc. Il va y avoir une indignation extrêmement forte de plusieurs millions, hein, des buzz. Hein. Le robot, vous maltraitez des robots, et deuxième, donc vous maltraitez malheureux, faites du mal à ces pauvres créatures. Et en fait, la deuxième phase, donc je suis désolée, du coup j'ai un petit bug dans mes slides, la deuxième phase, c'est que du coup les ingénieurs expliquent, mais non, on ne les maltraite pas, ils ne sont pas des robots sociaux. En haut, ce n'est pas une tête, c'est une caméra à hauteur d'homme pour que ça marche bien. Ça ne parle pas d'ailleurs, ça ne voit pas, ça ne parle pas. Et là, on leur dit, en plus, deuxième salle, en plus, vous ne leur donnez pas la parole pour qu'ils ne puissent pas se défendre. Vous vous rendez compte, un jour, ils vont se révolter. Deuxième phase, c'est là que Boston Dynamics, d'ailleurs, décide de vendre l'entreprise qui vend Pepper. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Oh, quelle vilaine faute d'orthographe. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce type de phénomène quand on les édie beaucoup plus scientifiquement? Alors, c'est des manips qui ont été faites de façon assez cadrée, on pourrait en discuter, mais assez cadrée. C'est que quand on voit une machine qui, de près ou de loin, alors c'est ça qui est intéressant, de près ou de loin, à quelle distance on décide que ceci a des apparences vivantes qui vont activer les mêmes réseaux de neurones. Vous connaissez sans doute cette théorie qui perdure de la perception d'un autre que moi à travers les mêmes processus
que ce que j'ai en moi quand je fais ces gestes et quand je ressens ces émotions et quand j'ai même ces concepts, en regardant la motricité dans le corps d'un autre. D'accord ? Donc, cette imitation, cette copie par la perception du geste qui me dit c'est un autre, mais je sais ressentir ce qu'il ressent par distanciation avec ce que je peux ressentir la même chose, ça fonctionne sur ces machines, ça fonctionne sur ce petit Pléo, c'est même de là qu'est née l'idée de donner des droits à ces machines. C'est Kate Darling en 2012 qui est à l'origine de ce qui, des années après, nous a demandé tant de travail, c'est-à-dire arrêtons, même politiquement, on est allé jusqu'à vouloir donner des droits aux robots. Alors, pas un smartphone, pas à la voiture autonome, pas à l'avion totalement autonome, quasiment, ou à la rame de métro, mais aux robots. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on aurait eu la même propension de décision de distance à l'époque de Vaucanson? Est-ce qu'on avait des inhibitions culturelles qui ne déclenchaient pas ces systèmes biologiques? À quel moment on décide que ça est proche de moi? C'est une vraie question qui n'est pas si souvent posée que ça. Par contre, ce qu'on constate aujourd'hui, donc pas l'homme qui vient, l'homme d'aujourd'hui, c'est que quand on travaille avec des robots de service, qui sont les seuls, parce qu'on parle beaucoup de robots sociaux, Charles et Julien vont en parler, il n'y en a pas dans nos maisons. Il y en a très peu en Corée et au Japon. Par contre, ce qu'il y a partout déjà, depuis qu'on fait des robots pour fabriquer des voitures, on a continué, et c'est sorti des usines, c'est le robot de service. Et par exemple, je vous donne juste l'exemple de Meanwhile Robot à Lyon ou de Bossa Nova à Los Angeles, à San Francisco, qui ont un problème, qui voudraient que leur machine ne soit pas perçue par des robots, ou la machine relais ici, parce qu'elles sont perçues par des robots. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, perçues par un robot? Perçues comme un sujet intentionnellement dédié de paramètres vis-à-vis d'eux, eh bien, quand ils voient dans un hôpital, dans un hôtel, dans un supermarché, travailler cette machine, les gens qui interagissent entre eux autour de cette machine et qui n'ont pas forcément à interagir avec cette machine, avec cette machine-là, on n'interagit pas avec eux, eh bien, il y a des attitudes par rapport à la machine qui sont des attitudes qui sont ceux qu'on adresse à un sujet. Donc, on va soit les embrasser quand c'est relais, soit le caresser quand c'est le robot qui range dans les rayons, soit carrément frapper et détruire quand c'est le robot qui se balade dans les couloirs de l'hôpital. Ça, c'était avant la Covid. Maintenant que la Covid est passée, ce robot, on l'embrasse. Avant, on le détruisait, maintenant, on l'embrasse. Alors que Meanwhile, le robot voudrait simplement qu'on lui foute la paix et qu'on laisse faire son travail. Comment faire que les gens ne perçoivent pas cette machine autrement qu'ils perçoivent n'importe quelle machine de notre environnement? Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette révolution est vraiment technologique? Qu'est-ce qui distingue un robot de n'importe quelle autre machine? Je suis moi-même informaticienne, je participe à la construction de robots, je lis beaucoup de choses. Alors, peut-être que je n'ai pas assez lu, mais personne ici, ni anthropologue, ni ingénieur ou mathématicien, est capable de dire ce qui techniquement sépare le robot de n'importe quelle machine alors, on dirait aujourd'hui contenant de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'on pouvait adresser la même question à Vaucanson. Je pense qu'on pouvait même adresser la même question à la première grande machine parlante qui date de 2000 ans avant l'Égypte ancienne et qui disait 2 fois par an une phrase qui a permis à un dictateur de l'époque de rester dictateur. Donc, aujourd'hui, pourquoi robot et pourquoi plus automate? Parce qu'un artiste, en 1920, a fabriqué cet artefact linguistique dont on s'est emparé, d'accord, pour le distinguer de l'automate. Ça, c'est une première question. Pourquoi on l'a distingué de l'automate, qui était la continuité technologique? Aujourd'hui, en plus, qu'est-ce qu'on met dans nos robots? Qu'est-ce que mes collaborateurs et moi-même mettons dans nos robots? De moins en moins d'expertise, alors que, étant né dans l'intelligence artificielle des années 80, notre but, c'était d'imiter, de comprendre l'intelligence naturelle. On a renoncé. Et maintenant, on fait de l'apprentissage, on fait beaucoup, beaucoup d'apprentissage sur des données qui existent. Donc, on a renoncé en grande partie à comprendre. Alors, vous avez compris que nous, on essaye de ne pas trop renoncer. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une espèce de co-incidence entre nous voilà tous, humains avec humains, à travers des réseaux, en train de créer des liens entre nous, multipliés énormément,
quand on n'avait pas cette capacité d'accéder avec autant d'humains, et on va le voir 2 slides après, avec beaucoup moins de stigmates du corps parce que ça permet la quantité d'humains. Et donc, on laisse des traces, on laisse énormément de traces de nos comportements sur les réseaux. Et comme par hasard, d'un coup, des communautés entières de chercheurs en IA grandissent et elles se focalisent énormément sur ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire des boîtes noires qui viennent cloner et généraliser, mais c'était déjà dans les données, hein. On peut dialoguer longuement sur ce qu'il y a, mais actuellement en machine learning, mais on est massivement en ce moment en intelligence artificielle sur des processus qui n'imitent pas vraiment ou très peu l'intelligence naturelle. Des essais sont repris, même s'ils sont des choses anciennes, sur la manière dont nous apprenons, mais c'est quand même très minimal. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, je pense, c'est que ce qu'on voit dans l'intelligence de nos machines, eh bien, c'est l'intelligence naturelle, le peu qu'on a pu en capter sans savoir vraiment ce qu'on capte. Et à chaque fois qu'on capte, ce sont les choses massives, ce ne sont pas les détails. Et j'espère que j'aurai le temps de vous démontrer que tout est dans le détail quand il s'agit de l'interaction gluante entre humains, que Dieu et le diable sont dans le détail et qu'on les rate. Donc, le premier challenge qu'on peut se poser éthiquement, qu'on s'est posé nous dans nos équipes, c'est d'essayer de voir si en ayant cette hypothèse que si le robot apparaît aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans un manque de l'autre, hein, et si ce manque de l'autre un peu nous crée des douleurs, comme la douleur du membre fantôme quand on manque un bras, est-ce que mettre un robot qui n'existe pas, qui n'est rien d'autre que le miroir qui permet de laisser croire à mon cerveau que mon bras manquant est là et ma douleur disparaît, je peux réutiliser mon bras réel. Donc vous avez compris, nous on va fabriquer des robots dits sociaux, dits attachants, dits émotionnels, dits affectifs, tous ces mots que nous ne voulons pas mettre à côté du robot, mais juste seulement à côté d'humain, de manière comme le miroir du membre manquant, enlever cette douleur par une illusion, une complète illusion, et avec cette morphine, permettre à l'humain de recréer des liens avec l'humain jusqu'à ne plus avoir besoin de ce robot. Donc, quand on travaille avec les industriels, ils acceptent qu'on fabrique avec eux des robots pour qu'un jour, on puisse ne plus avoir besoin de ces robots. C'est notre challenge éthique. Alors, une chose aussi à laquelle je voulais juste vous sensibiliser si vous n'y êtes pas encore, c'est le fait que rien n'est anodin dans le robot. Moi, je vous parlais, ma spécialité, c'est de travailler sur le toucher vocal, sur ce qui se passe dans la voix, dans le visage, sur tous ces signaux sociaux. Mais déjà, l'apparence, la forme, la mouvance fait sens. Donc, je vous montre juste une petite manip qu'on avait faite. Voilà un son dont on sait ce qu'il fait. Il glue les gens de façon extrêmement forte. Ça veut dire, je ne suis pas dominant avec toi. Je suis dans une relation que je souhaite altruiste et je veux t'attirer à moi. Voilà ce que fait ce petit bruit. Là, ça nous l'avons démontré, c'est de la phonétique, de la linguistique. Eh bien, quand on demande aux gens à quoi ils l'associent visuellement, c'est la théorie de l'affordance en psychologie, etc., visuellement, ils ne l'associent qu'à des choses rondes et blanches, jamais à des choses pointues, ni rouges, etc. Bon, vous savez, vous l'avez constaté, les robots actuels, humanoïdes ou non humanoïdes, ils sont en général lisses, d'accord ? Ils ne sont pas fragiles du tout, ils sont souvent ronds. On a très peu de robots pointus. Ils sont souvent blancs et quand ils sont noirs, c'est qu'ils sont high-tech. Ils sont souvent mignons. Ils ne sont pas vieux, ils ne sont pas fragiles, ils ne sont pas impatients. Maintenant, quand on leur donne des caractéristiques sociales, ils ne sont pas impatients, ils ne sont pas fatigables, ils ne sont pas irritables, etc. C'est des choix qu'on a faits. Est-ce qu'on les a fait consciemment ? Voilà, interrogeons les constructeurs, interrogeons ceux qui achètent, interrogeons ceux qui font du marketing avec. Donc, je vous le rappelle, tout ça arrive à un moment où nous sommes en relation corps à corps entre humains, en se débarrassant le plus possible des stigmates du corps pour avoir le plus de contact possible avec d'autres humains dans les réseaux. C'est ce qu'on est en train de faire là. Voilà. Donc là, au lieu d'avoir du Facebook, on va ajouter de la visio. Et puis, si on a le temps, parce que je crois que je suis très lente, je vous montrerai comment une doctorante ajoute une mobilité à cette visio qu'on va appeler un robot pour essayer de nous donner le contrôle des détails de nos corps pour qu'il y ait moins d'artefacts dans l'ubiquité. Et qu'est-ce qui se passe dans nos quotidiens ? Je vous disais, on n'a pas de robot, mais si on en a, depuis 2 ans, se vendent massivement. Depuis 2 ans avant le confinement, se vendent massivement des assistants vocaux. Donc, vous avez Alexa et Google Assistant ici.
Et en fait, vous voyez, avant qu'on en fabrique, qu'on leur donne un corps qui est une technologie des années 80, 60 même, un haut-parleur rond, hein, un peu noir parfois, toujours rond, hein, avec des voix qui sont toujours des voix de proximité, d'intimité. Avant qu'on donne ce corps, eh bien, on n'en avait rien à faire de ce Google Assistant, qui pourtant était ubiquite, il nous suivait partout. Là, maintenant, on se plie autour de cet objet collé sur une table, c'est plein de contraintes qu'on avait réussi à éviter dans les années 2000, on les remet et on s'attache. Hein, récemment, on a pu montrer que Alexa garde beaucoup d'enfants le soir et on en met plein dans les EHPAD. Que pointe ce désir du robot dit social, dit affectif, dit émotionnel, qui pour l'instant on est d'accord et non vivant, qu'on soit adepte ou pas du transhumanisme, du point de singularité, etc., auquel vous avez compris que je n'adhère pas, mais on a parfaitement le droit d'adhérer, c'est un débat philosophique. Pour l'instant, ces objets sont non vivants. Mais que nous racontent-ils aujourd'hui des liens de l'homme avec l'homme et de ce lien dans le monde du vivant? Que nous racontent-ils sur l'homme qui est en train de venir? Et peut-être qu'il est en train de venir de manière abrupte. Peut-être que nous sommes dans une vraie révolution. Elle est peut-être culturelle, elle est peut-être même cognitive. Et c'est peut-être ça la question qu'on doit se poser en étudiant le robot. Plus on étudie le robot, plus il serait peut-être raisonnable de regarder l'homme que le robot démontre, montre, pointe. Et ce que nous faisons, nous, dans notre équipe, c'est on enfonce à nouveau des portes ouvertes. C'est un discours qui paraît facile, mais qui ne l'est pas. C'est comment on pourrait peut-être, par cette émergence, ce désir, cette acceptation du robot social, est-ce qu'on est en train de passer d'une altérité à la granularité du soi? Je suis capable de voir qu'un autre, de même consistance que mon moi n'est pas moi. Est-ce qu'on est en train d'accéder à une conscience qui serait une conscience du tous, et que dans ce passage-là, on aurait une telle fragilité qu'on pourrait entrer dans un puits sans fond qui serait de se raccrocher à un autre que moi qui n'existe pas et qui n'est que mon selfie, que mon miroir. Donc, si j'ai le temps, je vous montre des choses qu'on a faites, où on a donné des petits sons gluants à des personnes dont on a pu montrer par des tas de facteurs qu'elles étaient en situation d'isolement social, dans lequel nous sommes, nous, actuellement tous. Et Max, tu veux la lumière bleue? Oui. C'est joli, hein? Alors, évidemment, quand je dis nous sommes actuellement tous, c'est extrêmement provocateur. Bien sûr que nous n'y sommes pas tous. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite graine de ça en nous qui peut à tout moment nous faire basculer? C'est vraiment notre inquiétude dans notre équipe. Et là, vous voyez, cette dame, elle est face à une chose dont on lui a dit que c'était une chose. Ça n'a pas d'intelligence. Ça ne fait que monter, défendre les centres des stores sur des commandes toutes faites. Et parce qu'on met des petits bruits sur ce robot, quand on ne les met pas, ça ne marche pas. Quand on met ces petits bruits gluants, des petits bruits humains transformés à taille robot sur ce robot, cette personne qui sait que ça n'existe pas, que ça est une machine, que ça n'a pas d'intelligence, rentre dans une boucle de réconfort avec cette machine dont tous les sujets nous disent à la fin, je sais que ça n'existe pas, mais ça me fait du bien. Je serai meilleure quand je serai face à des vrais humains. Je n'aurai pas cette difficulté à faire de la communication corps à corps que je n'arrive pas à faire quand je suis face à des humains avec qui je ne me sens pas en droit de le faire, ou bien quand je suis carrément pas avec des humains. Hein. Donc, ce qui est intéressant et ce qui nous a fait prendre un cap dans notre équipe, c'est que voici ce qui arrive. C'est que quand d'ailleurs, un peu par hasard au début, le robot se plante, on leur avait dit, c'est nul, hein, ça ne vaut rien du tout, c'est pour les personnes âgées. Voilà, quand le robot se plante, eh bien, quand on a créé cette glu, un certain niveau de glu, plus on est isolé, plus on met du temps à créer de la glu, plus on met du temps à entrer dans l'interaction. Quand on est dans l'interaction, on prend soin du robot, et parce qu'on prend soin du robot, nous, personnes fragiles, nous sentons réhabilités. Donc, peut-être que c'est un outil possible, peut-être que cet outil-là peut être encadré, donc voici d'autres exemples, peut-être que cet outil-là peut être encadré dans ce type de contexte-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a un effet gigantesque quand on met sur ce robot des attributs humains.
Et peut-être qu'en ce moment, on est encore plus propice que certains siècles auparavant ou dans d'autres cultures à voir de l'humain ou plutôt du social. Hein, il n'y a pas que l'humain, la frontière est floue, à voir du social partout. Et c'est peut-être ce phénomène-là qui est le phénomène majeur, voir du social et de l'humain partout, ce besoin de glu. Donc, vous voyez, un autre type d'expérience qui a été menée avec un robot qui n'est que l'intermédiaire entre une personne et une autre personne et qui essaye de réhabiliter des objets du corps dans l'interaction. Donc, voilà un autre sujet, une autre thèse qui va bientôt se soutenir dans le laboratoire, où on essaye de voir comment la réhabilitation, ou plutôt la non-destruction de nos signaux qui passent à travers ce robot qui peut bouger comme nous à l'intérieur d'une pièce, pourrait nous permettre d'humain à humain de ne pas détruire ou plutôt de savoir construire avec tous ces détails qui en font la matière, les relations que nous avons les uns avec les autres. C'est tout notre travail de phonéticien, de linguiste, de traiteur de signaux et d'informaticien de sciences artificielles au quotidien. Et je vais conclure. Vous avez tout à l'heure beaucoup insisté en introduction sur le rapport entre art et science. Il me paraît majeur, surtout si cette hypothèse d'évolution abrupte dans nos cultures et peut-être même plus profondément que ça est là. Peut-être que pour l'observer, on a besoin d'autres paradigmes que tous ces paradigmes qui permettent de décrire les choses en ce moment, comme la théorie de l'esprit, etc., qui sont très réductionnistes au soi et qui s'intéressent peu à la modélisation du lien, de la relation comme un objet vivant, un tissu qui bouge. Et c'est pour ça que nous, on a beaucoup travaillé avec des artistes, on a participé à des œuvres. Voilà comment le robot que nous fabriquons en Fab Lab apparaît dans ce spectacle. Alors, ce qui était intéressant d'ailleurs dans cette première performance, c'est que notre robot avait l'air fragile, et pour cause. Il avait l'air rond, blanc et gentil. Dans cette mise en scène, c'était une altérité plutôt menaçante. Et évidemment, la conséquence a été que dans cette œuvre qui a demandé beaucoup de travail, dans la première mise en scène, il y a presque eu des amusements d'incongruence, comme dans le robot qui tombe, parce que l'apparence va compter. Et voilà, je conclurai là-dessus, sur ce papier qu'un journaliste avait fait il y a 7 ou 8 ans sur un long article qui avait été publié. Et j'étais ravie que cette journaliste qui avait travaillé avec moi pendant 3 jours conclue de cette manière. J'espère que je n'ai pas été trop longue, hein, désolée. Mais merci beaucoup. C'est pas grave, c'était très intéressant. Donc, c'est moi qui raccourcirai de mon côté de toutes les façons, si c'est nécessaire pour qu'on ait au moins 20 minutes pour les questions. Je vais passer la parole à Julien. Je pense qu'il pourra rebondir là-dessus. Il doit avoir aussi beaucoup de choses à présenter sur ces questions de robotique-là. Donc, Julien, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Charles. Merci, Véronique. J'aime beaucoup cette idée de famine de l'autre. Tu ne l'avais jamais, en tout cas avec moi, formulé de cette façon. J'aime beaucoup l'idée. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de participer aujourd'hui. Alors, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec la visio, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Je vais quand même essayer de rendre la chose le plus naturelle possible. J'aimerais, pour commencer, vous partager mon écran. Alors, le problème, c'est que je ne pourrais pas avoir mes notes en même temps sous les yeux, donc je ne vais pas vous la mettre trop longtemps, mais je voudrais que vous voyiez les petites entités dont je vais vous parler là. Alors, j'essaye. Ah, c'est désactivé pour moi aussi. Est-ce qu'on peut activer ? Tac. Comment ça fonctionne ? Bon, je sais pas trop, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, j'y reviendrai si jamais il y a le temps pour que vous visualisez les choses, mais on ne va pas perdre de temps plus que ça. Juste un mot d'introduction. Ça a été dit dans la petite biographie qui a été présentée. Moi, je suis doctorant en philosophie et je fais ma thèse, même si mon contrat est terminé, en CIFRE. Ça veut dire que j'ai fait ma recherche dans une entreprise. Cette entreprise, elle s'appelle Spoon et elle a été cofondée par un ancien cofondateur de la société qui s'appelait à l'époque Aldébaran,
avant qu'elle soit rachetée par le Japon et que ça devienne SoftBank. Véronique en a un petit peu parlé. Cette boîte, Aldébaran, elle avait fait les fameux robots Nao et Pepper, des robots humanoïdes très célèbres qu'on voit un peu partout dans des pubs et même maintenant dans des magasins ou dans des laboratoires, bien entendu. Donc, le cofondateur d'Aldébaran a ensuite quitté la société pour cofonder Spoon, dans laquelle j'ai fait ma thèse pendant 3 ans. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je suis là moi aussi pour vous parler de robots sociaux. Dans la petite présentation que je vais vous faire, je parlerai parfois aussi de sociobots, j'utilise ça comme synonyme pour éviter les redondances. Et je voudrais vous présenter une réflexion en cours que j'ai dans ma thèse sur la question de l'altérité de ces fameux robots. Alors, un très rapide mot de définition avant de commencer. On peut définir la robotique sociale comme un domaine de recherche et de développement, parce qu'il y a aussi une robotique marchande, bien entendu, qui est relativement jeune et dont l'objectif général, c'est de concevoir des robots capables d'interagir socialement avec l'humain, et ce, à des fins ludiques, thérapeutiques ou servicielles. Autrement dit, contrairement à son aîné industriel, la robotique industrielle, la robotique sociale, elle ne se veut pas tant productive qu'interactive. Et ça va être très important pour la suite de mon intervention. Alors, j'ai trouvé très, très, très stimulante cette idée de distribution de l'humain dans le monde machinique. Et elle m'a rappelé une notion qu'utilisait notamment Bernard Stiegler à la suite d'Alfred Lotka à propos des techniques. Et cette notion, c'est celle d'exosomatisation. Alors, l'exosomatisation, comme son étymologie l'indique, c'est une interprétation de l'activité technicienne comme création d'organes extracorporels assurant une ou plusieurs fonctions plus ou moins précises. Bien, on m'entend ? Oui, oui. Oui. D'accord, super, pardon. Qu'est-ce que je disais ? Je disais oui, pardon, que voilà, l'exosomatisation, c'est une interprétation de l'activité technicienne comme création d'organes extracorporels assurant une ou plusieurs fonctions plus ou moins précises. Okay. Cette exosomatisation, qui correspond peu ou prou à ce que le paléoanthropologue Leroy-Gourhan appelait le processus d'extériorisation, cette exosomatisation, elle est co-constitutive de l'hominisation. C'est-à-dire qu'elle participe depuis toujours à faire de nous ce que nous sommes, tout en assurant notre survie. C'est elle qui nous tient chaud face au froid, c'est elle qui nous défend face aux prédateurs, c'est elle aussi qui nous donne un toit pour dormir sereinement, etc. Mais si on continue de filer cette métaphore organique, force est de constater que les exo-organes vitaux sont désormais infiniment moins nombreux que les exo-organes non vitaux. L'humain, il ne s'extériorise pas que pour survivre, loin de là, et il s'extériorise aussi pour vivre, et plus précisément pour bien vivre, au sens d'être sujet de ses propres normes. Du coup, l'exosomatisation, elle s'inscrit à la fois dans le prolongement et le dépassement de ce que Canguilhem appelait la normativité vitale de l'organisme. En somme, l'exosomatisation, si on récapitule un petit peu, elle permet le passage de la vie biologique au sens biologique à la vie au sens existentiel. D'accord ? Mais ces précisions étant données, ce qu'il faut se demander maintenant, c'est qu'est-ce qui est exosomatisé précisément avec les robots dits sociaux, puisque ce sont à eux qu'on s'intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire, quel genre d'exo-organes sont-ils ? Comment comprendre leurs fonctions ? Alors, je précise tout de suite que je ne vais pas rentrer ici dans une discussion conceptuelle sur la nature des robots sociaux. Je le fais dans mon travail de thèse, mais ce serait vraiment trop long ici. Ce que je voudrais simplement faire remarquer, c'est qu'il existe une grande diversité de sociobots, tant du point de vue formel que fonctionnel. On l'a vu clairement avec la présentation de Véronique. Alors, du point de vue formel, il y a des robots anthropomorphes, il y a des robots zoomorphes, et il y a d'autres types de robots qui ont des formes un peu, je dirais, non identifiées, des formes simplement géométriques. Les enceintes connectées, par exemple, en sont un très, très bon exemple. Et du point de vue fonctionnel, il y a aussi une très grande diversité, même si ces fonctions sont parfois plus supposées qu'effectives.
on peut dire globalement que ces fonctions sont l'accompagnement thérapeutique, par exemple des personnes âgées qui sont atteintes de troubles neurodégénératifs, l'accompagnement aussi de l'autisme. Il y a des fonctions de maintien à domicile, il y a des fonctions d'accueil au sens large. On voit très souvent des robots sociaux dans les halls d'entreprise, dans les entrées de centres commerciaux, etc. Et aussi tout un tas de fonctions dites de servicielles où le robot va venir proposer des services numériques. C'est le cas notamment des robots sur lesquels j'ai bossé quand j'étais chez Spoon. Ce qui me semble unifier cette diversité sous un même phénomène, cette grande diversité de robots sociaux, c'est la capacité du robot social à nous apparaître comme un autre. En ce sens, donc, la sociobotique, elle se présente comme une activité d'exosomatisation de l'altérité. Elle produit des entités dont l'effectivité relève ordinairement de ce qu'on appelle l'autre. On peut le dire un peu de façon imagée, la robotique sociale, en quelque sorte, elle met l'altérité en machine, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très flagrant, on le voit jusque dans la façon dont les sociobots sont nommés, tant par les concepteurs que par les utilisateurs et les divers commentateurs. On parle tour à tour de créatures, de personnages, de compagnons, d'assistants ou encore de majordomes. Je précise ici d'emblée que c'est à dessein que j'axe le début de cette réflexion sur le registre de l'altérité et pas sur celui de socialité, comme on aurait pu s'y attendre, étant donné que cette réflexion, elle porte sur les robots dits sociaux. Mais j'y reviendrai très bientôt. Quoi qu'il en soit, je pense la tâche philosophique qui nous incombe ici, elle consiste à dépasser l'image et l'intuition pour rentrer dans la description explicative de cet autre. Parce que approcher la sociobotique en termes d'allogénèse, c'est-à-dire en tant qu'elle produit de l'altérité, ça n'a pas grand-chose d'évident et ça pose un certain nombre de questions d'ampleur. La première d'entre elles, c'est celle tout simplement de la caractérisation de cet autre qu'est le sociobot. Quel autre est-il ? Comment penser son altérité ? La seconde question, c'est celle de son effectivité phénoménologique. En quoi sa phénoménalité est-elle celle d'une altérité ? Comment elle se manifeste à nous, cette altérité ? Et enfin, en troisième lieu, une question peut-être plus générale, une question chapeau, d'une certaine façon, on peut se demander quel est le sens même de l'idée d'exosomatisation de l'altérité. Qu'est-ce que ça signifie de produire de l'altérité, de construire de l'autre ? Est-ce que l'altérité peut seulement être appréhendée en termes de production ? Alors, je vais poursuivre mon intervention à partir de ce troisième bloc de questions, mais qui en fait nous permet d'adresser un petit peu toutes celles qui ont été mentionnées précédemment. Alors, je le disais à l'instant, exosomatiser l'altérité, ça signifie au sens strict reproduire l'altérité en dehors de soi. Alors biologiquement, on sait ce que ça veut dire, ça s'appelle la procréation. Mais techniquement, c'est beaucoup moins clair. Qu'est-ce que ça signifie techniquement ? Reproduire techniquement l'altérité, ça demande d'une certaine façon de la maîtriser, de savoir ce qui produit l'altérité et qui permet ainsi de l'extérioriser. Et pour ce faire, comment procèdent les roboticiens ? Eh ben, ils fragmentent l'altérité en phénomènes distincts, ils la décomposent d'une certaine façon en unités clairement identifiées pour ensuite tenter de la recomposer dans les machines ou de la distribuer pour reprendre le mot consacré de ce panel. Cette fragmentation, elle donne lieu à une critériologie phénoménologique dans laquelle les ingénieurs viennent piocher pour concevoir les robots. Les deux fondamentaux de cette critériologie, c'est l'intentionnalité et la présence. Les fondamentaux, pour qu'un robot nous apparaisse comme un autre, ce qu'on remarque, c'est qu'il faut qu'il donne l'impression, qu'il simule une forme d'intentionnalité, et que cette intentionnalité, par cette intentionnalité, on ait l'impression qu'ils sont présents, qu'ils se rappellent à nous. Phénoménologiquement, on pourrait citer les catégories qui sont celles d'Heidegger, de la catégorie du sous la main et d'à portée de la main. D'une certaine façon, il faut que les robots soient toujours vraiment
sous la main, c'est-à-dire qu'ils soient présents, qu'ils se rappellent à nous sans qu'on puisse les oublier dans un usage qui serait le leur. Ces deux fondamentaux que sont l'intentionnalité et la présence, elles se concrétisent, elles se manifestent à travers trois grandes catégories de critères qui peuvent s'exprimer de façon très différente. Ces trois catégories, ce sont la corporalité, la mobilité et le langage. Le langage tant verbal que non verbal, ce qui inclut tout ce qui est affectivité, émotion, empathie dite artificielle. Oui, un robot, ça a un corps, quelle que soit sa forme, ça bouge aussi d'une certaine façon, ça peut bouger en tout cas, et ça peut aussi parler au sens très large, là pour le coup, du terme. Il faut d'ailleurs préciser que ces critères, ils ne sont pas forcément cumulatifs. Il y a des robots sociaux qui ne bougent pas et dont la corporalité se révèle très, très, très rudimentaire, comme par exemple les fameuses enceintes connectées dont Véronique a parlé tout à l'heure. Il y a un débat d'ailleurs sur la robotité. Est-ce que les enceintes connectées sont des robots sociaux? Moi, ce que je défends dans mon travail, c'est que oui, ils cochent d'une certaine façon tous les critères, si tant est qu'on puisse parler de cette façon. Et dans le cas des enceintes connectées, puisque l'exemple est donné, l'intentionnalité et la présence, elles passent presque exclusivement par la voix. Et d'ailleurs, on trouve un exemple très intéressant de l'importance de la voix dans le film que je pense que vous avez tous vu, ou en tout cas un grand nombre d'entre vous, le film Her de Spike Jonze, qui serait d'ailleurs très intéressant d'analyser ici, même si, hélas, on ne va pas trop avoir le temps. Juste un mot là-dessus, c'est que le film que Her, c'est un film sur l'altérité. C'est un film sur l'altérité dans toute la complexité que le phénomène peut avoir. C'est-à-dire qu'on voit que Samantha, l'assistante connectée de Théodore, elle émerge d'abord comme une sorte de coquille vide, un autre qui a pas trop de substance, qui finit par petit à petit évoluer vers une altérité qui est celle de l'alter ego. Elle n'est que, d'une certaine façon, le reflet, le miroir des désirs et des fantasmes de Théodore, jusqu'à s'arracher à cette altérité qui est une pure alter-égotité, pour devenir un autre véritablement presque absolu, un autre au sens d'un étranger. Elle devient presque divine, c'est-à-dire qu'à la fin du film, spoiler, désolé, mais elle s'en va, elle part dans une infosphère parce qu'elle est devenue radicalement autre. Elle ne peut plus être nourrie par le monde humain dans lequel elle a partagé tant de choses avec Théodore. Je ferme ici la parenthèse sur Her, mais c'est vraiment un film que je trouve passionnant. Le développement que je viens de donner, c'est donc qu'en robotique sociale, l'exosomatisation de l'altérité, elle consiste à explorer les moyens matériels de générer donc de la présence et de l'intentionnalité. Et là, je peux vous donner un exemple très concret, celui sur lequel j'ai travaillé, l'exemple de Spoon, et c'est vraiment dommage que j'arrive pas à vous partager mon écran parce que vous ne pouvez pas les voir du coup. Je vais quand même réessayer, je prends 1 minute pour essayer. Alors on va faire autrement, parce que j'y arrive pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo de mon écran et je vais vous la montrer à partir de mon téléphone. Hop là. Et. Voilà. Alors. Donc voilà. Donc là, vous avez tout un tas d'exemples de robots sociaux. Donc vous en avez certains qui ont été nommés, donc les Nao, les Pepper, là, les enceintes connectées. Vous avez des Pléo dont a parlé Véronique. Et moi, ceux sur lesquels j'ai bossé, donc c'est celui-là, là, le Spoon. Hein, donc c'est un visage artificiel fiché sur un bras industriel. Et un autre produit, celui-là, là, qui lui, pour le coup, est une borne connectée. Donc vous voyez, ils ont des visages 3D modélisés. C'est des robots assez étonnants. Donc voilà, je voulais vraiment que vous les ayez en tête pour à peu près visualiser ce dont je vais parler par la suite. Lorsqu'ils produisent leur
on me dit que ma connexion Internet est instable. J'espère que vous m'entendez bien. Le constat de Spoon, c'est que sur la base de l'expérience qui avait été menée pendant 12 ans chez Aldébaran, c'est que les robots dits interactifs sont en réalité souvent très peu interactifs. Et les roboticiens essayent très souvent d'aborder plein de problèmes en même temps, le problème de l'interaction, le problème de la mobilité du robot et les problèmes de préhension, de manipulation. Et au final, ils arrivent assez mal à faire tout ça. Donc ce que Spoon se proposait de faire au début de son aventure, c'est de vraiment tout miser sur l'interactivité. Pourquoi ? Parce que c'était selon eux la clé de réussite de la robotique sociale, à savoir que si les robots ne sont pas interactifs, s'ils ne donnent pas envie d'aller vers eux, ils ne seront, quoi qu'il arrive, pas utilisés, quand bien même ils déploieraient les services les plus intéressants qui soient. Pour rendre cette interactivité aussi qualitative que possible, Spoon a misé sur une manifestation possible de l'altérité, de la présence et de l'intentionnalité qu'on pourrait appeler la visagéité. Vous avez vu, je vous l'ai montré, leurs robots ont des visages modélisés en 3D. Et plus précisément, ce qui est important dans cette visagéité entre guillemets artificielle, c'est le regard. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que le regard est la clé d'un partage de sentiments d'existence, d'une attention partagée qui va donner envie d'interagir. C'est vrai qu'on peut le constater un peu quotidiennement, quand on parle à quelqu'un qui ne nous regarde pas, c'est extrêmement désagréable et que, d'une certaine façon, peut-être que l'ensemble social pourrait s'ancrer, de la relation sociale pourrait s'ancrer dans ce regard qui est un partage de sentiments d'existence. Ça se discute, mais c'est le parti pris de l'entreprise. Mais voilà, tout ceci étant expliqué, on peut quand même, il est légitime de se demander si c'est bien d'altérité en réalité dont il est question là. C'est très flagrant dans le cas de Spoon que je viens de mentionner. Le robot, il est pensé comme un autre uniquement dans la mesure où il a la capacité de reproduire quelque chose comme un lien intersubjectif et de nous engager dans des interactions sociales en conséquence. Ces interactions sociales, pour la petite précision, cette idée d'interactivité sociale, je vais la nommer ici sociabilité, pour la différencier de l'idée plus générale et, de socialité. Donc, autrement dit, la sociobotique, elle nous confronte, je pense, très fortement à des tensions conceptuelles très fortes entre l'altérité, entre la socialité et entre l'interactivité. Mais sa solution, si on peut parler comme ça, c'est pas forcément conscient, hein, mais sa solution, consiste à les assimiler totalement les unes aux autres. Or, je pense précisément qu'on atteint là le cœur de l'embarras philosophique dans lequel la robotique sociale nous plonge. En dernière instance, la robotique sociale, elle tient l'altérité pour un phénomène essentiellement interactif et elle la transforme ainsi en sociabilité. Et ce que je soutiens, c'est qu'il ne peut pas en être autrement, parce que la sociobotique, c'est une activité technique de design et que l'interactivité sociale, c'est précisément la dimension qui est technicisable de l'altérité. Celle dont la maîtrise va permettre une mise en machine, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une exosomatisation. Alors, l'interactivité, on peut dire que c'est un peu la part de notre altérité que nous pouvons donner aux machines. Et au passage, c'est aussi celle qui est instrumentalisable. Et d'ailleurs, ça éclaire sous un nouveau jour les façons de nommer les sociobots que je mentionnais il y a quelques instants. C'est plus tant l'altérité qu'ils désignent que la sociofonctionnalité ou des robots, ce qui est vraiment très différent. Et on trouve une illustration très intéressante de cette idée dans une phrase écrite par Cynthia Breazeal, qui est une figure de proue de la robotique sociale au MIT, dans un article qui commence à dater, il date de 2003. Elle caractérise de façon très, très intéressante, très problématique aussi, les robots sociaux comme, je cite, la catégorie de robots que l'on anthropomorphise afin d'interagir avec eux. Ce qu'elle suggère implicitement avec cette phrase vraiment très intéressante, c'est que sans le retour identificatoire à soi, qu'est l'anthropomorphisme, il n'y a pas d'interaction possible et donc
pas de robotique sociale viable. Autrement dit, un robot social, il ne peut fonctionner comme tel, comme robot social, que si ses concepteurs parviennent à le doter des caractéristiques à son appréhension comme un alter ego. Or, l'alter ego, ça n'est pas l'autre. L'alter ego, c'est l'autre moi-même. L'alter ego, c'est la part de mêmeté qui compose l'altérité. C'est pour cette raison que je propose l'idée suivante, l'idée que ce que produit la sociobotique produit ce qu'elle exosomatise en concevant des autres artificiels, c'est pas tant de l'altérité que du même. Et ce qui est techniquement productible, c'est pas l'autre, mais c'est l'alter ego. Et tout cela pose un certain nombre de problèmes conceptuellement, parce que penser le robot social comme un alter ego, quand bien même serait-il artificiel, le penser comme un alter ego, c'est courir le risque de l'analyser à l'aune de la catégorie de sujet, alors qu'il n'est ni un sujet, ni un objet. C'est vrai qu'il s'arrache à l'objectalité, telle que la pense la modernité, mais il ne rejoint pas pour autant le club de la subjectivité, j'ai envie de dire. Et cette difficulté ontologique, elle débouche sur des difficultés éthiques, tant théoriques que pratiques, parce qu'on voit mal, on voit pas bien en tout cas quel statut on pourrait donner à des entités qui se présentent dans l'écart qui sépare l'objectivité de la subjectivité, à moins bien sûr de bidouiller, comme on sait le faire, des statuts intermédiaires, comme par exemple on le fait pour les animaux. Tout l'enjeu, je pense, c'est donc d'essayer de penser cet écart, ou plutôt de le quitter une bonne fois pour toutes, pour ne plus subir les pressions de l'objectivité d'un côté et de la subjectivité de l'autre. Mais alors, du coup, est-ce qu'il faut conclure de cette peut-être trop rapide réflexion à un non-lieu philosophique entre l'altérité et la robotique sociale? Je crois vraiment que non. Je pense même que le concept il offre une alternative très intéressante aux catégories de subjectivité et d'objectalité, parce qu'il invite à réviser notre position analytique de départ face à ces artefacts. Ce que j'essaye de faire dans ma thèse, en empruntant très modestement à Lévinas et un peu moins modestement à la philosophie des médiations technologiques développées par la technologie, c'est ça. C'est précisément d'essayer de penser à partir de la catégorie d'altérité. L'idée, c'est pas de dire que les sociobots ou le sociobot est un autre absolument infini et vulnérable, comme Lévinas le disait, de l'autre homme, pas du tout, mais plutôt d'adopter une position initiale d'ouverture métaphysique qui va rejeter la catégorisation a priori de l'ontologie moderne pour s'ouvrir à la phénoménalité du robot, s'ouvrir aux relations qu'il permet de tisser. Et en un sens, cette phénoménalité du robot social, elle a bien quelque chose de l'irruption, comme c'est le cas de l'autre chez Lévinas. Alors, je ne dis pas qu'il s'agit de l'irruption d'un visage, mais je serais très heureux d'en parler plus avant avec vous par la suite. Mais il s'agit plutôt, je pense toutefois que cette irruption, c'est l'irruption qui ouvre une faille dans la quiétude ontologique des sujets modernes que nous sommes, ou plutôt que nous croyons être, et que le sociobot, en ce sens, il est un autre, d'abord en ce qu'il nous déboussole totalement et qu'il nous invite à penser autrement. Voilà, je conclurai. J'ai pas vu exactement combien de temps il me reste, désolé. Je conclurai ici en disant que dans mon travail, ce que j'essaie de mettre à profit ce côté théorique et pratique pour penser ce qu'on pourrait qualifier de diffusion de la visagéité, cette fois au sens lévinasien. J'entends par là qu'il s'agirait d'imaginer un design qui ne prétendrait pas du tout donner la visagéité aux machines, loin de là, très loin de là, mais plutôt de faire en sorte qu'ils y renvoient, d'essayer de penser, dans le cadre d'une philosophie du soin, le robot comme un médiateur de visagéité. Et je voudrais conclure par une anecdote très concrète à ce niveau-là, qui est donnée par la chercheuse et anthropologue Sherry Turkle, américaine, qui parle
qui donne un exemple dans son bouquin Seul ensemble, d'une artiste au MIT qui s'appelle Freedom Baird, qui avait monté une petite expérience. Elle avait donné un Furby. Si vous voyez ce que c'est, les Furby, ces petits robots un peu poilus avec un bec d'oiseau qu'on a eu, en tout cas moi j'en ai eu quand j'étais ado, même plutôt enfant même, qui sont assez mignons. Et elle demandait aux participants de l'expérience de tenir le Furby à l'envers et de voir combien de temps ils allaient parvenir à tenir cette position. Sauf que ce que faisait le Furby, c'est qu'au bout d'un moment, la tête à l'envers, très rapidement, ils se mettent à couiner, pour manifester son déplaisir et à dire « moi peur, j'ai peur ». Et ce qu'elle constate, c'est que je crois que l'intégralité des gens qui ont participé à l'expérience, en fait, arrêtent de tenir le Furby à l'envers. Et elle cite le témoignage extrêmement intéressant d'une participante qui dit que pour elle, arrêter de tenir le Furby la tête à l'envers, ça n'est pas prendre soin du Furby en tant que tel, mais c'est plutôt une façon mais plutôt que le Furby à cet instant présent la renvoie à la façon dont elle traite l'ensemble du vivant, l'ensemble des êtres potentiellement sentients et sensibles. Je trouve qu'il y a une idée très intéressante, et je conclurai là-dessus, dans cette expérience, c'est que l'idée n'est pas tant de penser notre responsabilité à l'égard des objets eux-mêmes, de l'artefact lui-même qu'est le Furby, mais c'est plutôt la capacité du Furby à nous renvoyer à notre responsabilité à l'égard de l'idée même de responsabilité. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très intéressant. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé et je vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup. C'était aussi vraiment intéressant. Alors bon, je vais plus avoir beaucoup de temps pour faire une intervention. Moi, j'aurais aimé pouvoir développer quelque chose assez rapidement sur le cadrage plus politique et anthropologique globalement des objets connectés. Donc, je vais prendre 10 petites minutes pour le faire et après, je reprendrai les questions qui ont pu être posées vis-à-vis des deux interventions qui ont été présentées. Ça laisse à peu près une vingtaine de minutes pour les questions si ça convient à tout le monde. Alors donc moi, ma présentation, au fond, elle voulait réfléchir aux formes d'agentivité dans le cadre du développement des objets connectés. Et donc, elle va faire écho à ce qui a pu être dit déjà un petit peu sur les robots. Le premier point, il me semble problématique, c'est d'avoir une hypothèse de compréhension des objets connectés, parce qu'en vérité, il me semble que même la description de ce que sont ces objets et leur place actuellement est difficile à fixer. Alors, d'un point de vue simplement sociologique ou anthropologique, l'objet connecté, c'est avant tout une catégorie en fait qui est apparue depuis les années 2000 et qui est une catégorie qui est apparue dans 3 lieux. Alors, d'abord dans des écrits académiques, et théoriques. Dans un deuxième lieu qui est la littérature grise, on peut dire, qui est une littérature grand public, des rapports, des choses de cet ordre-là. Et enfin, un lieu très important d'investissement marchand. Et donc, en fait, cette catégorie a regroupé des choses très, très hétérogènes, des drones, des montres, des robots, des téléphones, des aspirateurs, bref, tout un ensemble d'objets qui, en fait, ont en commun d'utiliser au moins 3 technologies. Premièrement, une technologie d'infrastructure de réseau, Internet, mais aussi d'autres types de réseaux qu'il peut y avoir. Deuxième technologie, des capteurs. Et enfin, troisième technologie, des logiciels, donc du code, en fait, qui est capable d'automatiser un certain nombre d'éléments vis-à-vis de ces capteurs. Et il y a une 4e catégorie, mais qui n'est pas présente dans toutes ces technologies, c'est des outils d'action. Que ce soit pour représenter une image sur un écran, une notification pour un bruit ou un mouvement, une roue, dans le cas du robot, un geste. Alors, la question, c'est de savoir comment décrire ces objets. Alors, du point de vue de l'anthropologie, en fait, ces objets, ils sont à mi-chemin entre 2 espaces.
un espace économique et un espace qu'on pourrait dire être celui de la vie matérielle, au fond. La vie matérielle pouvant être définie comme tout l'espace non marchand de l'usage de nos objets quotidiens. On utilise de manière quotidien, nos téléphones, nos ordinateurs, nos aspirateurs, et à ce moment-là, ils perdent leur valeur d'échange pour avoir une valeur qui est principalement une valeur d'usage à ce moment-là. Depuis les années 80, les anthropologues se sont donc intéressés à un espace de la culture matérielle et ils ont essayé de prendre aussi ces nouveaux objets technologiques en charge comme une part de la culture matérielle, comme un espace en fait où la sphère de valeur de l'objet n'est pas pleinement définie par le marché, mais où elle est définie par ses usages et aussi par des relations existentielles que les individus peuvent tisser avec ces objets. Et pour comprendre ça, les anthropologues, je pense notamment à Daniel Miller, à Padurai, à Kropitov, qui sont des anthropologues de la culture matérielle, ont mis en avant l'idée de sphère de valeur ou de régime de valeur et se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'un objet passe d'une sphère de valeur ou d'un régime de valeur à l'autre. Alors, la sphère de valeur qui les a beaucoup intéressés, c'est celle de la marchandise, c'est-à-dire l'espace où la valeur est organisée simplement par les échanges. Mais il y a des espaces, par exemple l'art, la religion, ou même des espaces simplement d'attachement existentiel, qui sont les objets de souvenirs ou les objets patrimonialisés, où la sphère de valeur change. Où, par exemple, on ne serait pas prêt à échanger un souvenir de famille contre n'importe quel autre objet neuf. On ne serait pas prêt à le vendre et à le faire rentrer sur un marché. Bon. Et donc, en fait, les anthropologues nous permettent de réfléchir à la question de la marchandisation des objets, c'est-à-dire leur transformation en marchandises, et en fait aussi parfois d'ailleurs de la marchandisation des êtres humains, et permettent de développer une approche constructiviste globale qui permette de comprendre qu'il y a des mécanismes de subjectivisation qui en fait sont un moyen de créer des espaces où les êtres humains disent qu'ils ne sont pas échangeables, et des transferts de ces espaces de valeur de subjectivisation vers des espaces de marchandisation, où là, même les êtres humains, par exemple, dans le cas de l'esclavage, peuvent devenir des marchandises, c'est-à-dire ils peuvent devenir échangeables. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour construire cette approche-là, la culture matérielle est obligée, au fond, de faire des biographies d'objets, c'est-à-dire de voir comment est-ce que la vie d'un objet, et que ce soit un objet de haute technologie ou de basse technologie, peut passer d'une sphère de valeur à une autre. Et donc, comment est-ce qu'avant de rentrer sur le marché, elle est dans un espace de production où sa valeur est organisée avant tout par l'organisation qui la produit, jusqu'à le marché. Et enfin, quand elle sort du marché et que là, elle obtient une valeur qui peut être existentielle pour l'individu ou une valeur qui peut être liée à son usage. En faisant cette approche par la biographie d'objets, au fond, appliquée au smartphone, ça nous permet de saisir la manière dont on doit lire un smartphone, à la fois comme une production pré-marchande, c'est-à-dire un ensemble d'assemblage d'éléments qui met en place des salariés, des entreprises, des usines, des transports, à un espace où il arrive dans le corps social et où il peut créer des groupes sociaux qui ont un attachement à cet objet au-delà simplement de sa marchandisation. On pense par exemple aux gens qui investissent énormément de leur temps dans leurs appareils informatiques, en faisant des tests, en faisant des communications sur leurs objets, en discutant sur des forums, en défendant une marque contre une autre, etc. Bref, où on quitte le simple stade de la marchandisation pour rentrer dans quelque chose qui est d'un ordre beaucoup plus affectif. Et enfin, la biographie d'objets, elle nous permet aussi de réfléchir aux carrières idéales qu'on fixe aux objets. Et dans le cadre du smartphone, cette carrière, elle a été résumée très souvent par la publicité et par la fameuse phrase qui avait été visible lors du lancement d'un des premiers smartphones, à savoir, il y a une application pour ça, l'idée d'un objet qui pourrait servir à toutes les applications possibles pour un individu. Alors, le problème de cette approche de la biographie d'objet, c'est de pouvoir définir ce qu'est la vie d'un objet. Et en fait, ce n'est pas si évident que ça, et à mon avis, ça l'est encore moins dans le cadre des objets connectés. Et au fond, ça revient à avoir une question, à se poser comme question de définir ce qu'est la vie du non-humain artefactuel, vraiment de l'ordre de la vie d'un objet.
Alors, il me semble que pour répondre à cette question, on ne peut en fait que faire appel à un concept qui est celui d'un acteur qui est en même temps un réseau, qui est un concept qui a été élaboré dans les années 80 par une approche sociologique qui a été portée par Michel Calon, Bruno Latour, Madeleine Arkrich, qui en fait se sont confrontés au problème de la description d'objets techniques très complexes et qui nécessitent pour exister des infrastructures socio-techniques très vastes. Alors, ils sont intéressés autant à la voiture qu'à des réseaux d'ordre informatique. Alors, en fait, ce concept d'acteur réseau est intéressant parce qu'il permet de comprendre que l'action d'un objet, comme l'iPhone, est avant tout liée à son infrastructure et qu'en fait, la définition de cet iPhone comme un objet ou de ce smartphone comme un objet, au fond, se base sur une dualité un peu artificielle entre le sujet et l'objet. Alors qu'au fond, l'iPhone, quand il apparaît jamais isolément, de même manière que le robot, que l'ensemble des objets connectés n'apparaît jamais isolément. Si jamais on isolait cet objet, en fait, l'ensemble de ses fonctions ne serait plus possible parce qu'un smartphone, il a un intérêt s'il y a un réseau Internet, s'il y a un réseau téléphonique, s'il y a un ensemble d'applications qui sont produites et entretenues par d'autres réseaux d'individus, etc., etc. Et donc, au fond, cette approche, elle nous permet à la fois d'éviter de retomber dans la dualité métaphysique du sujet et de l'objet. Elle nous permet de comprendre que les régimes de valeur de ces objets sont dépendants de réseaux qui leur donnent en fait leur part d'agentivité. Et enfin, elle nous permet de voir que les rapports de force sociopolitiques sont dépendants des traductions et des représentations que les individus sont capables de porter de ces objets. Alors, appliqué aux objets connectés, en fait, et je conclurai là-dessus, ça nous permet de voir qu'il y a 3 niveaux d'acteurs réseau dans le cadre des objets connectés, contrairement à la plupart des objets qui ne sont pas connectés. Et donc, au fond, dans le cadre d'un objet connecté ou d'un objet intelligent, bon, on pourra revenir sur la définition, mais je la prends simplement comme catégorie construite déjà, c'est-à-dire donc ces infrastructures de 4 technologies dont j'ai parlé au début. Alors, on a, dans le cas d'un objet connecté, l'acteur réseau classique de l'objet, de la matérialité. C'est-à-dire que l'objet, il est pris dans des réseaux à la fois de vente et dans des réseaux d'usage que les individus ont. Donc, par exemple, moi, mon iPhone, je peux l'utiliser face à un complotiste en face de moi pour chercher rapidement, comme un outil, pour chercher rapidement une information et pour pouvoir mobiliser une alliance avec cet objet de manière, au fond, à pouvoir contredire une information qui m'est présentée. Ça, c'est au fond un usage d'un réseau socio-technique qu'on peut avoir pareillement avec les vêtements et avec ce que Julien avait déjà dit, qui est de l'ordre d'une exosomatisation de certaines fonctions. Ensuite, on a un acteur réseau qui, lui, est assez spécifique dans le cas d'un objet connecté, c'est l'acteur réseau du code, c'est-à-dire les gens pour lesquels l'objet est un ensemble matériel sur lequel, à travers une influence à distance, ils vont essayer d'intervenir pour créer de nouvelles fonctions. Par exemple, ils savent que l'objet dispose d'un capteur de son et ils vont essayer de transposer avec ce son de nouvelles fonctions. Ça va s'éclairer ensuite avec un exemple que je vais prendre. Enfin, on a un 3e acteur réseau, me semble-t-il, qui lui est un acteur réseau entièrement non humain, qui est l'acteur réseau des couches d'automatisme qui se superposent dans l'objet. C'est-à-dire que l'objet, en fait, étant le lieu de rencontre de nombreuses applications de code, mais aussi d'intervention de l'utilisateur, que ce soit des détournements, que ce soit des modifications conscientes du code, etc. En fait, l'objet lui-même voit ces automatismes de plus en plus interagir les uns avec les autres, et ces automatismes aussi pouvoir tomber dans une forme d'oubli, que ce soit, enfin, on va dire dans une forme d'imprévisibilité, que ce soit autant de la part de l'utilisateur que de la part des concepteurs, parce que l'objet arrive à un niveau de complexité où en fait chaque intervenant sur cet objet ne peut pas avoir conscience de l'entièreté de ce que l'objet fait. Au fond, ça nous permet d'arriver à l'idée que cet objet, il apparaît dans la perception sous 3 formes. Sous la forme d'un outil pour l'utilisateur et sous la forme d'un outil, en fait, l'objet est un allié
ou un esclave pour réaliser une tâche. Sous une deuxième forme, l'objet apparaît comme une marionnette pour celui qui est à la source du code. C'est-à-dire, il faut pouvoir utiliser une matérialité sur laquelle on ne peut pas forcément avoir d'action pour sécréter quelque chose de nouveau, sécréter une nouvelle part d'une fonction, d'un spectacle, etc. Et enfin, une troisième forme qui est une forme plutôt proche de la monstruosité, qui tient de l'ordre de l'imprévisibilité ou de l'oubli de ce que quelque chose pouvait faire, du fait des hybridations que cet objet soutient. Alors, si jamais je prends un exemple, et je conclue là-dessus, pour ces trois espaces, et bon, je n'aurais pas pu développer la fin, qui est les questions éthiques que ça pose, mais on pourra en discuter, c'est, par exemple, si jamais je suis avec un objet connecté comme un téléphone, et que je veux réaliser, mettons, un test au coronavirus, pour prendre un exemple d'actualité. Bon, le téléphone, il peut servir de réseau, d'acteur réseau au sens de l'outil. C'est-à-dire, le téléphone, il va me servir à me mettre en relation avec des individus qui sont capables de faire ce test, donc de trouver un laboratoire. Et ensuite, il va me servir comme moyen d'obtenir le résultat de ce test à travers un envoi de ce laboratoire. Ensuite, le téléphone, il peut apparaître sous la deuxième forme d'une marionnette pour réaliser un test Covid. Dans ce cas-là, le problème, il n'est plus de réussir à obtenir le résultat d'un test, mais il est de savoir si on peut faire le test au téléphone. Et alors, dans ce cas-là, on a eu deux approches qui se sont développées via le code de manière très récente. On a eu une approche où on a dit le téléphone est capable de mémoriser les trajets géographiques des individus. Et donc, on va utiliser cette capacité de mémoire pour faire en sorte que quand les individus se croisent les uns les autres, on puisse les informer si ensuite ils se déclarent comme positifs au coronavirus. Et donc, on a un moyen de commencer à avoir comme une indication du risque que l'individu a d'obtenir cette maladie. Mais, pour prendre un exemple récent, cette semaine, le MIT a sorti un article où, par la comparaison des sons quand les individus toussent, une intelligence artificielle peut, grâce à une application qui se téléchargerait sur smartphone, vous prédire, avec un taux de réussite qui est supérieur au test actuel selon le MIT, si vous avez ou pas le coronavirus, simplement avec le son de la toux, qui est donc le moyen de faire à votre téléphone quelque chose pour lequel il n'était pas du tout prévu à la base, mais qui, par l'utilisation des capteurs, le transforme en une marionnette de politique de test. Et enfin, on peut avoir la forme, la monstruosité qui apparaît quand, alors qu'on ne sait pas si on a ou pas le coronavirus, le téléphone, lui, nous dit, sans que nous sachions pourquoi, que nous avons des risques et nous envoie de manière totalement bien prédite un conseil de nous faire tester ou nous invite à un sondage après que nous ayons reçu un test positif dans ce cas-là, par exemple, ce qui a été le cas de beaucoup de personnes. Et donc, dans ce cas-là, on a une initiative qui a été prise, sans doute du fait d'algorithmes qui ont elles-mêmes trié sans forcément que les individus soient capables d'expliquer le plein fonctionnement de ce programme, de manière à cibler automatiquement plutôt certaines personnes que d'autres comme à risque pour le coronavirus. Donc, ce que, en fait, je voulais montrer par ce petit cadrage un peu plus macro-sociologique et anthropologique, c'est qu'on a ces trois réseaux, ces trois formes d'agentivité qui se structurent à l'intérieur des objets dès lors qu'ils sont connectés. La connectivité permet de transformer l'objet en marionnette et permet aussi de le transformer en monstre. Et il me semble que ce point-là développe des questionnements éthiques sur lesquels on peut discuter. Voilà, merci beaucoup. Donc, bon, je n'ai pas eu le temps de finir. On verra si on a plus de temps dans la discussion. On avait eu trois questions du public. Alors, une question d'abord pour Véronique, sur laquelle on va pouvoir tout de suite embrayer, de Christophe Chailloux. Alors, donc, Véronique, Christophe Chailloux vous demande « Que pensez-vous des salariés des entrepôts commandés par des robots vocaux par rapport à vos recherches sur les robots d'assistance ?» Oui, alors c'est évidemment une question excellente qu'on pose sans arrêt. Alors juste pour mémoire,
j'ai énormément travaillé sur la synthèse vocale. Et quand on disait il y a fort longtemps que la synthèse vocale était un robot, il a fallu ce film Heure pour qu'on puisse le conscientiser. Et il y avait très peu d'études, même en philosophie, sur le fait que la synthèse vocale, c'était déjà de la robotique, puisque c'est même de la robotique très dangereuse, puisque les voix qu'on fabrique en synthèse vocale, comme celle d'Alexa dans ce robot, sont des voix de vraies personnes humaines qui ont été clonées, simplement qui disent qu'elles n'ont jamais intentionnellement souhaité dire. Et ce qui se passe dans les entreprises, alors dans les entreprises, il y a très peu de contrôle par la parole des salariés. C'est des choses qui n'ont jamais vraiment pris. Ce qui a pris beaucoup, c'est le modèle Amazon. Donc le modèle Amazon, c'est finalement de moins en moins de commandes vocales. C'est ça qui est intéressant. C'est que pour que le robot s'impose, il a fallu beaucoup le clonage humain de la voix. Et on a l'impression que maintenant, on est tellement rentré dans cette projection de la sujettisation qu'il n'y a plus besoin de la voix. Donc, du coup, c'est beaucoup plus sournois parce que c'est la machine qui est officiellement une machine, même si elle s'appelle robot, qui va diriger et contrôler vos actions. Et ce qui est assez insidieux, c'est la manière dont elles sont entrées dans plein d'entreprises. Donc, je cite Amazon parce que je le cite vraiment sans aucun frein, parce que voilà, ça fait partie des choses que l'on peut éthiquement interroger et pour lesquelles on peut s'inquiéter. Amazon a énormément robotisé ses installations dans le but officiel et peut-être bien sincère d'aider les personnes à avoir beaucoup moins mal au dos, etc. Il y a beaucoup d'exosquelettes, il y a beaucoup d'aide à la manutention pour qu'il y ait moins de difficultés de manutention. Et quand les salariés en Europe disent massivement nous souffrons énormément de cette aide parce que nous la ressentons comme une pression et une déresponsabilisation de nos propres intentions, et nous avons l'impression d'être gouvernés par des machines. On revient à ce qu'on a déjà vu sur les grandes chaînes industrielles. Eh bien, ce qui est terrible et ce que ne répondait pas Renault quand il avait les mêmes interrogations dans les années 50-60, c'est mais non, ça n'est pas possible. Nos robots sont bourrés de bonnes intentions. Nous avons nous-mêmes de bonnes intentions. Ça veut dire qu'il y a les intentions de leurs robots et les leurs. Et donc, vous ne pouvez pas en souffrir. Et je vous cite simplement un exemple. L'année dernière, sur une radio locale, j'ai oublié le nom de l'entreprise qui était délocalisée, General Electric s'était délocalisée de Grenoble, et un employé au micro disait, à qui on disait vous perdez votre emploi, oui c'est terrible, je perds un emploi, mais ma machine Sonia, il paraît qu'elle part en Europe de l'Est, que va-t-il lui arriver? Or sa machine Sonia, c'est le métier jacquard, hein, elle n'a pas d'expression vocale, mais lui projette sur lui le fait que c'est une entité, comme les soldats, des mineurs, etc. Donc, j'ai envie de dire que tant qu'il y avait cette explicitation absolue de l'humanisation, de traits humanoïdes, d'androïsation des machines, on pouvait comprendre. Là, ce qu'il est important de comprendre, c'est comment on arrive à s'attacher à des choses qui n'ont aucun trait de vivant. Il n'y a pas d'animaloïde, il n'y a pas d'humanoïde, il n'y a surtout pas de voix, et pourtant, il y a un attachement. Donc, ça revient à ton exposé, c'est-à-dire comment on passe d'une cognition incarnée, une cognition étendue, je m'étends moi à ces objets, à l'objet devient un autre. Et ce qui se passe aujourd'hui ne se passait pas hier. Le métier jacquard n'a pas provoqué ça. Donc, oui, c'est très inquiétant. Et il ne faut surtout pas que le robot nous réduise au robot. Il ne faut pas surtout pas que les traits totalement humanoïdes comme la voix attirent notre attention spécifiquement. Il faut qu'on soit très inquiet de l'immensité autour. On enterre les robots des mineurs. Les soldats qui reviennent de guerre du Syrie avec des cobots qui sont de simples machines pour les empêcher de mourir ou mieux faire la guerre, n'arrivent pas à être soignés de leur stress post-traumatique, que leur cobot soit détruit. Ça nous interroge sur ce qui nous arrive terriblement, sur cette cognition étendue qui d'un coup devient une altérité. Sans humanisation, ça rebondit sans bien. androïdation.
Ça rebondit bien sur une seconde question qui est celle d'Alexandre Berkes qui pose la question à Julien en faisant une remarque. D'abord, cette interactivité ne lui paraît pas être la finalité, mais le moyen de produire de la valeur ajoutée, donc l'interactivité avec le robot dont tu parlais, Julien. Et il te demande si tu peux approfondir la justification de cette dichotomie entre la visée industrielle et la visée d'interactivité. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas juste un moyen de produire de la valeur ajoutée, d'avoir une visée très mercantile? Alors, c'est une bonne question. Et en réalité, il y a, en tout cas, c'est ce que mon expérience du terrain m'a enseigné, c'est qu'il y a une ambiguïté sur cette question-là. C'est que l'interactivité est à la fois la fin et le moyen. Il y a des approches. Citons par exemple celle de Takanori Shibata, qui est le concepteur, il y a maintenant assez longtemps, 15-20 ans je crois, du robot Paro. C'est un petit bébé phoque, un petit blanchon en peluche, qui est utilisé notamment dans les EHPAD pour rasséréner certains patients atteints de démence sénile, de troubles neurodégénératifs, etc. Ce petit robot Paro, il est décrit par son concepteur lui-même comme un robot qui ne fait rien. Et son objectif, c'est, en ne faisant rien, d'être capable de tout. Donc en fait, on voit là qu'il y a une image, il y a une conception de l'interactivité qui est une conception presque afonctionnelle. C'est-à-dire qu'on est a priori dans quelque chose qui ne sert à rien, mais c'est précisément parce que ça ne sert à rien a priori que par la suite, on peut éventuellement trouver tout un tas d'exemples, d'applications de cette interactivité. Mais ce qui prime, c'est l'interactivité en soi. C'est d'ailleurs le parti pris qui a été pris récemment, je le lisais dans un article sur Spectrum, dans la section spécialisée sur les robots, c'est le parti pris de Spot, de Boston Dynamics. Ils ont développé Spot comme et ils l'assument dans leur stratégie marketing, ils ont développé Spot comme une plateforme multifonctionnelle qui n'a aucune fonction précise et ils misent sur comment dire, une sorte de... j'ai pas le mot, mais ils espèrent que leurs éventuels acheteurs vont eux-mêmes trouver la fonctionnalité de cette interactivité, au sens très large, là pour le coup, avec Spot, du robot. Donc, ça, c'est pour un premier cas. Et il y a d'autres... Il y a dans l'envers du décor, enfin, ou plutôt l'envers de l'ambiguïté, c'est qu'en effet, en tout cas en ce qui concerne la robotique sociale marchande, donc chez celles et ceux qui en font un business, bien entendu, la question de l'interactivité, comme je le disais, elle est instrumentale au sens où il faut bien que cette interactivité, elle soit productrice de valeur ajoutée, que ça serve à quelque chose et que ça, du coup, ça soit vendu comme tel. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est précisément sur cette dimension-là que les roboticiens marchands, que la robotique sociale de business, on va dire, au sens neutre, a des difficultés. C'est-à-dire que l'interactivité, elle a une valeur ajoutée qui, pour le moment, n'est pas très, très forte et qui ne justifie pas forcément, à part peut-être si on va sur le thème de la gadgetisation, éventuellement, c'est très intéressant aussi, mais qui n'a pas une valeur ajoutée très forte. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Charles ? En fait, c'est le corollaire de ce que je montrais tout à l'heure avec des robots qui ne veulent pas être interactifs et sur lesquels les personnes projettent une interaction. Et ça va avec le fait que les liens qui sont faits entre les humains passent toujours officiellement par une fonction, un rôle, etc. Nous avons des raisons d'interagir, mais en fait, la seule chose qui nous nourrit, c'est tout ce qui n'est pas dans notre fonction. Et on est en train de découvrir enfin dans le langage, grâce à ces objets-là, que l'essentiel du langage n'est certainement pas le contenu. Voilà. Donc, tout est dit. Et si on va chercher ça dans ces objets, alors, c'est pas vrai, Paro ne fait pas rien. Paro est mignon. C'est un bébé phoque. On sait que les bébés phoques ont été martyrisés. Oui. C'est un bébé mammifère et il fait des bruits qui sont des bruits d'attachement faits par des ergothérapeutes. Il est mignon. D'accord ? Comme notre robot qui avait une fonction totalement anodine de baisser
les stores, etc., ne faisaient rien d'autre que des bruits. Et ce sont des bruits qui sont estimés mignons. Et mignon, ça va vers la tendresse. Et donc, pourquoi on se précipite tous vers de la tendresse? Et pourquoi Spot est rejeté? Parce qu'il n'est pas fragile. Alors qu'on achète des chiens parce qu'ils sont tendres. On adopte très peu de vieux chiens. On adopte beaucoup de bébés chiens. Parce qu'il y a de la tendresse et on en prend soin. Voilà. C'est vrai que Paro, quand Takanori Shibata dit qu'il ne fait rien, c'est un peu provocateur parce qu'en réalité, il ne fait pas grand-chose. C'est vrai qu'il bouge un peu, il est très mignon, mais malgré ce peu de fonctionnalité, il a une agentivité qui se révèle assez forte, vraisemblablement, selon les études. Qui est initié culturellement et simplement, il n'a pas de fonction officielle. Mais il nous arrive, il y a peu d'endroits dans le monde humain où nous pouvons nous rencontrer sans fonction officielle. Il y en a dans les bars, dans la rue. Et on est maintenant obligé d'aller sur des endroits dédiés pour se rencontrer sans fonction officielle, pour se rencontrer dans des relations intimes de couple. Donc, il se passe quelque chose dans notre manière de nous lier. Et c'est vrai que si la fonction a l'air d'avoir beaucoup pris d'empattement sur l'affichage, ce n'est pas la réalité de nos fonctions sociales, de nos nourritures sociales. Alors, il nous reste beaucoup de questions et plus beaucoup de temps, donc il faudrait qu'on puisse faire des réponses très courtes. Alors, Marc Roux a deux questions. Une première question pour savoir si un robot dit social pourrait-il servir à se décharger de sa dominance au sens de Henri Laborie. Et une seconde question sous forme de remarque qui s'adresse à Madame Auberger, pour savoir si le fait de s'attacher à des objets, comme vous expliquiez que ce n'était pas le cas, si des soldats n'ont pas toujours, par exemple, développé ce genre de projection d'identité sur leurs armes bien avant la robotique, et ça dès l'âge classique. Voilà. Et on a encore une question de Serge Bouchardon. L'intérêt des robots sociaux serait-il avant tout réflexif? Donc la question s'adresse à Julien. Plutôt que de mettre la vie dans les robots, il s'agirait de refléter l'existence de l'utilisateur, point d'interrogation. Et on a une toute dernière question de B. Ouge. La question sociale devient-elle uniquement virtuelle, surtout en temps de pandémie, pardon. Donc, d'abord, peut-être, Véronique, je peux te laisser rebondir sur la question des armes. Est-ce qu'on n'a pas toujours projeté sur des objets une forme d'âme? C'est toute la question des décisions culturelles. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de mal à comprendre biocognitivement comment on passe à nouveau, d'une cognition étendue, c'est-à-dire que ma voiture, elle est en moi, mon violon, il est en moi, mon cheval, je sais que c'est un autre. Comment on passe de c'est mon corps étendu à un autre? Et quand on est dans ce corps étendu, peut-être, là c'est une posture qui n'est pas scientifisée, peut-être que pour comprendre comment mon corps étendu à ce que je décide culturellement n'est pas mon corps, mon smartphone n'est pas mon corps, je fétichisme. D'accord? Et ce fétichisme, ça permet de compenser une réalité cognitive qui, elle, est de voir du vivant comme moi, le plus proche de moi possible partout. C'est l'animisme. Donc la décision animiste, c'est de décider que je suis apte à faire une distance avec tout ce qui existe et donc de ne pas trancher en particulier sur le vivant et le non-vivant. Ce qui fait que, par exemple, dans les cultures animistes comme le Japon, où il y a beaucoup de robots, ça ne pose pas de problème que des robots soient totalement humanoïdes, voire géminoïdes, fassent les mêmes gestes que moi. Je sais qu'ils ne sont pas moi parce que j'ai déjà intégré dans ma culture cette ambiguïté entre moi, la chose, l'autre. Je l'ai intégré, il a une place. Quand on a décidé que très clairement, il y a mon corps, en dehors de mon corps, moi, l'autre, moi l'humain, le non-humain, le non-vivant, le vivant, c'est très clair, c'est très posé, c'est très catégoriel. Alors le fétichisme, on le cadre,
à partir de 3 ans, si on pleure quand on arrache un pied à son doudou, la maman va travailler pour que le doudou ne soit plus un objet sur lequel on projette du sujet. Donc, cette notion de fétichisme, elle a toujours existé. Vous avez certainement pleuré pour votre première voiture quand vous l'avez mise à la casse. Mais ce qui n'existait pas quand on perdait son fusil, c'était le fait de devoir d'avoir un stress post-traumatique qui est aussi grand et qui est difficile à soigner, aussi grand que quand on perd un collègue vivant, humain, culturellement décidé comme une entité vivante avec qui on avait de l'amitié. C'est ça qui existe, c'est-à-dire que c'est le renforcement majeur et c'est le changement catégoriel. D'accord. Bon, il nous reste plus beaucoup de temps. Je ne sais pas, Raphaël, Joseph, si on peut encore répondre à une question ou deux. C'est de votre côté. Il est 11h02, donc on est un peu limite. Si on peut continuer sur la pause. Je ne vous entends pas, Joseph ou Raphaël. Votre micro est coupé. Vous m'entendez? Oui, vous avez encore, je dirais, 4 à 5 minutes. D'accord, bah, très bien. Bah, donc, Julien, tu peux répondre peut-être à la question qui t'était adressée sur l'intérêt des robots sociaux. Serait-il avant tout réflexif ou pas? Alors, je ne sais pas s'il est avant tout réflexif. En tout cas, il est clairement réflexif. C'est sûr que le robot, là-bas, en fait. Le robot social, il a clairement une fonction spéculaire. C'est-à-dire qu'en effet, il a, et je le disais d'une certaine façon un petit peu dans la conclusion de mon intervention, il a ceci d'intéressant qu'il nous questionne. Il nous questionne sur sa nature propre, mais il nous questionne aussi sur notre nature d'être humain, si toutefois une nature humaine existe. Et je crois que Serge Bouchardon a aussi cité, ou toi, l'idée que ce qui est intéressant, c'est de refléter la vie de l'utilisateur dans le robot et non pas la vie du robot lui-même. Ça, c'est quasiment mot pour mot le parti pris qui est celui de Spoon. Qui est issu d'une anecdote que son fondateur raconte assez souvent, qui est qu'il était un jour, il avait mis un algorithme, quand il était chez Aldébaran, il avait mis un algorithme de localisation sonore dans tout un tas de petits naos. Il est parti déjeuner et quand il est revenu dans la salle, en ouvrant, ça a fait du bruit et tous les naos se sont tournés vers lui. Et là, il s'est senti, il le décrit de cette façon, il s'est senti exister aux yeux des robots. Et donc, c'est à partir de cette expérience-là qu'il dit avoir provoqué une sorte de changement de paradigme dans sa tête et qu'il s'est dit qu'il allait refléter l'existence du voilà. Mais et je termine là-dessus, cette position, elle est très intéressante d'un point de vue analytique déjà, mais elle pose aussi des grandes questions éthiques, c'est-à-dire qu'un certain nombre de penseurs, comme par exemple de la robotique, pensent que le problème de ces robots, c'est qu'ils ne font que refléter notre existence individuelle à nous. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas nous renvoyer à autre chose qu'à nous-mêmes, quand bien même seraient-ils des corporalités différentes, etc. C'est qu'ils ne nous confrontent pas à cette résistance, on va dire, qui est quand même fondamentale dans la notion d'altérité. On ne se voit soi, et c'est pour ça que la question du spéculaire, du réflexif, est en effet fondamentale. Je pense, si je peux me permettre, et c'est une question qui m'avait interrogé dans la présentation de Véronique, et ce sera peut-être pour conclure. Ma question, justement, elle serait de savoir comment expliquer, parce qu'on a beaucoup appuyé sur la question sociale, mais ce qui me saute aux yeux après ces présentations, c'est aussi la recomposition de la solitude. C'est-à-dire, comment est-ce que, en fait, pourquoi est-ce que les gens pourquoi est-ce que les individus prennent du plaisir à voir du même que l'individu, c'est-à-dire un robot, un objet qui imite des fonctions de l'humain, mais sans désirer de l'humain. C'est ça aussi qui est présent dans l'étude de Sherry Turkle et qui est vraiment intéressant au ce niveau-là. C'est pourquoi est-ce que les gens préfèrent certaines fois éviter l'interaction sociale
et pour autant vouloir obtenir quelque chose qui est lié à l'interaction sociale, c'est-à-dire le son d'une voix, un mouvement, des choses de cet ordre-là. C'est un petit peu comme si ça permettait un découpage, c'est un point que vous avez ciblé, un découpage de l'expérience phénoménale et sa vente par section en quelque sorte. On pourrait vendre l'expérience d'une conversation prévisible, mais sans le corps qui viendrait normalement avec cette conversation. Donc, j'aimerais votre avis sur ces questions-là. Je pense que tu viens de poser magnifiquement le problème qu'on doit se poser, Charles. Je te remercie, ça fait plaisir de l'entendre pour une fois énoncé clairement. Oui, je partage complètement avec Julien, avec toi, le fait que le robot n'est qu'un selfie de l'humain, qu'on est dans une posture narcissique qu'on voit même dans les postures scientifiques, hein, avec cette obsession du soi, etc., conscience de soi, etc. Hein, c'est une trame majeure de l'IA, modéliser la conscience de soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps qu'on est obsédé dans une posture narcissique de ce selfie de moi-même avec mon robot, en évitant l'autre finalement. Moi, je retrouve une posture que j'ai beaucoup vue auprès des personnes en situation d'isolement, en particulier âgées, mais pas que. Je rappelle que la situation d'isolement n'a rien à voir avec une exposition à l'humain. J'ai rencontré des personnes qui voyaient un quart d'heure d'humain par jour, mais qui se sentaient dans un rôle social et des liens très nourrissants, donc ils n'avaient pas de sentiment d'isolement. Donc, quand il y a ce sentiment d'isolement, il y a d'abord, quand il est vraiment dommageant et qui met les gens en danger, il y a d'abord un déni. Je nie être en situation d'isolement parce que ça m'exclut du peu de sentiment d'être encore en relation avec les autres. Donc, je dénie mon isolement. Et une fois que j'ai dénié mon isolement, je vais éviter toute situation où je vais pouvoir reconstruire une relation forte parce que je sais que je ne suis devenu mauvais pour le faire. Comme je ne suis plus entraînée pour le faire, je suis désentraînée, je suis devenu mauvais. J'ai de mauvaises performances pour fabriquer des compétences de liens sociaux, je vais l'éviter. Donc, je vous donne juste un exemple. Les personnes les plus isolées nous disaient « Votre robot, c'est vachement bien, ça évite aux gens qui sont isolés de parler tout seuls à eux-mêmes pour s'entraîner avant que les gens arrivent. » Par exemple, mon voisin, lui, quand sa fille l'appelle une fois par semaine, maintenant qu'il a compris qu'il n'était pas bon pour arriver à créer du lien, eh ben, il préfère monter le son de la télé et regarder la télé qui lui parle sans qu'il ait besoin de lui répondre, plutôt que parler à sa fille et risquer de creuser encore le trou et sentir à quel point il n'est plus apte à créer. Donc, je pense que ce robot, il est en train de dire que nous sommes en train d'avoir une maladie très sérieuse d'isolement personnel, que cet isolement personnel, il vient d'une obsession narcissique du moi et que par ces réseaux dans lesquels nous nous mettons les uns avec les autres et par cet artefact extrêmement révélateur de cette maladie qu'est le robot, eh bien peut-être que nous pouvons nous en guérir si nous réalisons ce qui nous arrive. Et peut-être que nous pouvons passer à une conscience qui n'est pas juste la conscience de toi qui est moi, mais de nous tous. Et dans nous tous, il n'y a pas forcément que les humains. Il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus global qu'on est en train de découvrir. Donc si on retournait l'épine et qu'on se dit qu'avoir mal, c'est utile, que la morphine peut nous servir seulement si on est sous morphine, pour ne pas devenir addict et mourir seul avec sa morphine, et simplement nous réentraîner pour nous en débarrasser, alors tout ce qui nous arrive actuellement peut nous être utile. Sinon, il y a inquiétude à avoir très forte. On est au-delà de l'éthique. Hein. Très bien. Je vais peut-être laisser Raphaël poser, ou Joseph poser une question. Il en avait une. Voilà, c'est vu qu'on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, Charles. Écoutez, c'était très intéressant pour moi. Je ne connais pas évidemment toutes les données que vous rappelez et que vous mettez en scène. Ma question s'adresse essentiellement à Julien parce que j'étais très sensible et très intéressé par cette idée que vous avez de dépasser la logique sujet-objet dans ce rapport subjectivité-objectalité, comme vous dites, dans cette
penser face à la robotique que vous dites inspirée de Lévinas, d'une certaine relation au visage de l'autre qui serait irruptif et non pas produit dans la logique du même, dans la logique du même. Et voilà, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, enfin, de commencer à réfléchir, c'est, si j'ai bien compris, vous voyez la possibilité dans cette relation avec le robot de nous faire reposer la question de la responsabilité à l'égard de notre responsabilité. À savoir que le robot, pour être le médiateur, je crois que vous avez utilisé d'ailleurs le mot, hein, le médiateur, donc un geste de médiation avec tout ce que cela charrie dans l'histoire de la philosophie, hein, médiation, aliénation, tout ça, ça remonte à la logique de la reconnaissance chez Hegel. Donc, médiation, aliénation qui nous ferait prendre en compte ou qui nous ferait réaliser notre responsabilité à l'égard de la responsabilité. Et là, je pense que vous vous inspirez très certainement de la phrase de Lévinas, il faut être responsable de la responsabilité. Pas juste responsable, mais responsable de la responsabilité. Bon. Or, ce qui est très intéressant dans cela, c'est que, comme le voyait déjà Husserl dans la 5e méditation cartésienne, le rapport à l'autre doit toujours passer non pas par le regard que je porte sur l'autre, mais surtout par l'idée d'être regardé par l'autre. Hein. Quand Husserl quand Husserl présente le problème de l'intersubjectivité dans la 5e méditation cartésienne, il dit bien que la question de l'empathie, c'est pas que je regarde l'autre, mais c'est bien que je regarde, que je suis regardé par l'autre. Donc ça ouvre tout le champ que radicalisera, mais de manière très différente, Lévinas, mais ça ouvre en tout cas tout le champ de la culpabilité, c'est-à-dire cette responsabilité à l'égard de la responsabilité, eh bien, elle en passe par une certaine expérience de la culpabilité. Je me sens regardé par l'autre, ça veut dire que je me sens dans une situation de culpabilité face à l'autre, je me vois vu. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est ne demandez-vous pas précisément l'impossible à l'égard de la robotique, à savoir créer des robots qui seraient en mesure de nous infliger un sentiment ou en tout cas une exposition à la culpabilité? Et si oui, et si c'est cela, eh bien ne craignez-vous pas alors que, comme Gunther Anders le prédisait, ne craignez-vous pas que nous sommes pris ici dans l'idée de se créer un nouveau Dieu, c'est-à-dire une nouvelle loi devant laquelle nous serions toujours coupables, mais toujours coupables non pas parce que l'autre est un autre, puisque vous le dites vous-même, le robot n'est pas un autre, il est la production du même, donc coupable de nous-mêmes. Donc là, évidemment, on rejoint toute la logique que déploie Gunther Anders. Donc ça, c'était une première question. La deuxième question, bon, après, je ne sais pas si on aura le temps, mais la deuxième question, c'est, alors je comprends très, très bien repenser sa responsabilité à l'égard de la responsabilité. J'aime beaucoup la formule, et puis, encore une fois, elle vient de Lévinas, mais je la trouve très, très forte. Je me dis, oui, si le robot peut être une modalité comme ça, de repenser la responsabilité, bien, j'aimerais vous poser la question, alors, ne serait-il pas alors nécessaire et là, je m'inscrirais plutôt dans une idée que je vous suggère, ne serait-il pas alors nécessaire de revoir entièrement la question de l'histoire? Puisque l'histoire, c'est un thème ici qui, dans la discussion, a été un peu mis de côté, mais l'histoire, c'est bel et bien, et l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité, l'histoire du genre, toute la multiplicité des histoires,
qui travaille l'humain, eh bien, est-ce qu'un robot peut avoir une histoire? C'est-à-dire, peut-il avoir une narration? Peut-il avoir une narrativité? Et si oui, laquelle? Voilà. Et si oui, laquelle? C'est-à-dire, quelle histoire allons-nous donner ou quelle histoire allons-nous laisser le robot nous raconter à propos du robot et de nous-mêmes? La question presque foucaldienne que j'aimerais soulever ici. Merci beaucoup. Merci. Donc, je pense que Julien doit répondre, mais très, très rapidement. Malheureusement, on a déjà dépassé le temps. Donc, 3 minutes, il faut vraiment qu'à 11h20, on ait fini. Alors, merci beaucoup pour la question qui était très intéressante. Ouais, merci. En effet, ce sont des questions qu'on peut qualifier de massives. Et en 3 minutes, je ne sais pas si je vais dire quelque chose de très intéressant. Je vais essayer d'être très synthétique, au moins sur la première d'entre elles. Je pense que vous avez totalement raison et je vais essayer un petit peu d'expliquer ce que j'ai en tête sur ce point. Je m'ancre dans une expérience personnelle, pour le coup, je préviens tout de suite. J'ai eu l'occasion de porter ce petit Blanchon, la phoque Paro. J'ai eu la chance de voir comment il est, ce qu'il est, comment il pèse. Et j'ai fait l'expérience de quelque chose de très troublant, à savoir que quand je l'ai porté dans les mains, dans les bras, j'ai ressenti des choses très similaires à celles que j'ai ressenties lorsque je portais un nourrisson humain, vivant. J'ai senti un sentiment de responsabilité et je sais pertinemment que s'il tombe, il ne va pas mourir, en tout cas au sens de notre ontologie naturaliste à nous, il ne va pas mourir, il va se casser. Pour autant, il m'était insupportable d'imaginer que j'allais le faire tomber, que j'allais le maltraiter. Donc, ça m'a beaucoup interpellé parce que on baigne dans ces questionnements depuis le début. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que, du point de vue presque, dans l'absolu, presque formel de ce sentiment, qu'est-ce qui fait que je ne fasse pas la différence, en tout cas immédiatement, peut-être dans une, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais dans presque une phénoménalité pure, entre le Blanchon et le nourrisson. Il s'impose à moi de la même façon, presque de la même façon en tout cas. En tout cas, ce sentiment de responsabilité, lui, cette phénoménalité de la responsabilité, elle est là, elle est présente, elle est ancrée. Et du coup, ça me fait réfléchir, mais bon, mes réflexions à ce niveau-là ne sont pas encore forcément très abouties, mais ça me fait réfléchir à cette idée, en effet, d'une réinterprétation à l'aune d'une philosophie du soin, peut-être de notre... je pense que cette réaction immédiate au Blanchon, je ne sais pas si elle est historique, comme a pu le dire Véronique, que ce soit un moment de notre histoire. Toujours est-il, ce qui m'intéresse, indépendamment de son aspect historique, c'est ce qu'elle dit de nous. Et ce qu'elle dit de nous, à mon sens, et qui mérite d'être exploré, c'est que nous sommes, je pense, que nous sommes des êtres universellement responsables, que nous sommes toujours, quoi qu'il arrive, engagés dans des relations de responsabilité envers, là pour le coup, vraiment tout ce qui nous entoure. Et je reprends cette idée aussi à Lévinas qui, d'une certaine façon, encore une fois, là, très modestement, je n'en suis pas spécialiste, même si je le fréquente de plus en plus et que j'ai énormément de plaisir à découvrir sa pensée. L'éthique comme philosophie première, mais l'éthique comme primauté absolue, toujours là, toujours présente, que ce soit en réalité envers l'autre homme qu'envers l'autre tout court, l'autre étant, l'autre. Alors Corinne Pelluchon a des analyses très intéressantes aussi à ce niveau-là, puisqu'elle essaie aussi d'étendre le concept de visage d'une certaine façon à l'ensemble du vivant. Et je suis très intéressé en fait par cette idée-là qu'elle développe. Je pense que ce que révèle le robot, c'est pas tant le robot qui est intéressant en lui-même, c'est cette espèce d'élan qui est présent en nous, qu'il révèle et qu'il s'agit d'utiliser, mais à bon escient, bien entendu, pour conscientiser autant que possible cette responsabilité humaine. Voilà, c'est un peu touffu, désolé, mais c'est ce que je dirais comme ça à chaud.
Merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque, Raphaël, Joseph, Monsieur Fleischer, le Frénois. Merci pour cette discussion, Véronique et Julien. Et donc, on va laisser la parole à la suite. Merci et encore désolé d'avoir un petit peu dépassé le temps.